bonsoir à Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre particuliers, entre passionnés. Regardez bien vos graphes ou vos fondamentaux et faites-vous vos propres idées avant, bien sûr, d'investir et évidemment, n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. On reçoit ce soir donc Richard Garnier. Salut Richard, comment vas-tu? Ouais, salut Denis, je suis très content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, merci Richard. On s'était connus l'an dernier. Tu m'avais envoyé ton livre que malheureusement j'ai perdu, mais que j'ai retrouvé dans le déménagement qu'on a fait il y a 3 mois. Donc merci pour tout. Euh, donc c'est ta première intervention sur notre chaîne. On va commencer un peu par si tu peux te présenter, savoir si tu as fait des études de finance, des études de boucherie, enfin quelque chose qui est lié à tout ça. Et puis après, on voit un peu ce que tu fais actuellement. Donc Ouais, Richard, tu as fait des études de finance, des études en économie. Tu as fait quoi? effectivement, j'ai fait un master en finance et directement après mon master, je me suis lancé dans le monde du travail et je suis directement parti sur Genève où j'ai travaillé en banque d'investissement. Puis une fois que j'étais lancé, j'ai travaillé en banque privée. J'ai travaillé en société de gestion à Paris, j'ai été analyste. J'ai travaillé dans une société près des Champs-Élysées, peut-être que vous connaissez, qui s'appelait à l'époque Mon Financier. Mhm. Le patron, il a une petite notoriété, il s'appelle Marc Fiorentino. Mhm. Et, donc, enfin, je sais pas si le nom te dit. C'est Il a une émission, c'est un journaliste, non? Ou je dis il a une bêtise? émission sur BFM, Ouais, c'est effectivement. ça, ouais. Et, donc voilà, j'ai été formé dans tout ce climat-là. Et pendant le Covid, je suis allé sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique des particuliers qui revenait souvent. Ils voulaient faire un portefeuille, ils voulaient faire une allocation, notamment pour les enfants. Donc acheter maintenant pour avoir une allocation qui tiendrait pendant 20 ans pour les enfants et qu'à la fin, les enfants ils aient quelque chose de rentable, où il n'y a pas eu trop de crack, etc., etc. J'ai commencé à écrire sur ce sujet. Et puis d'écriture en écriture, c'est devenu un livre que les éditions Erol Mhm. m'ont fait l'honneur de publier, qui s'appelle De la bourse Au au Bitcoin. Bitcoin. C'était celui-là. Exactement. Et Exactement. comment tu es arrivé en Suisse? Parce que tu es parisien, tu es suisse, tu es provincial. Non, je suis né à la frontière. Je suis né à la frontière suisse, mais pas du bon côté. Non. Et, Moi, je suis pas loin aussi. Moi, je suis grenoblois. T'es d'où ah, j'ai fait à Annecy, je suis d'Annecy, mais D'accord. j'ai fait ma licence à Grenoble. Ouais. Et, en fait, bon, j'ouvre une parenthèse, mais à l'époque, on m'a proposé un poste dans une banque comme conseiller d'affaires. Et c'est vrai que les salaires à l'époque faisaient un peu peur. Et donc, j'ai traversé la frontière pour aller à Genève. C'est Et tous x3, ceux hein, qui nous, c'est ça, hein, non? exactement, et tous ceux qui nous regardent et qui peut-être se posent la question, etc., etc., euh, je vous invite à vraiment y réfléchir. Et s'il faut poser des questions sur Twitter et tout, Mhm. on peut parler de comment sont la vie à Genève. Je ferme la D'accord. parenthèse, mais moi je suis vraiment pour que les gens ils augmentent leur pouvoir d'achat et voilà, que ça se passe très bien pour eux. Donc je suis à disposition pour ça. Je ferme la parenthèse. Et t'étais frontalier ou tu vivais à Genève quand tu travaillais là-bas? Non, en fait, j'avais un contrat, une autre parenthèse, mais mon contrat, parce que j'étais sur des informations confidentielles, m'interdisait de passer la frontière, donc il fallait que je sois à Genève. D'accord. Ok. Très intéressant. Mais c'est des trucs que je savais pas. Donc après, donc pendant le Covid, t'as commencé à écrire un livre, c'est ça? Qui Exactement. Ouais. Et pourquoi de la bourse au Bitcoin? Pourquoi? Parce que c'est une très bonne question. Et en fait, c'est un livre, c'est une grande étude statistique qui revoit tout le marché, vraiment de la bourse jusqu'au Bitcoin, en passant par les matières premières, les ETF, etc., etc. Et cetera. Et le but du livre, page 250, c'est d'arriver à un portefeuille qui est parfaitement diversifié et qui répond à la problématique de départ. Quelle allocation, si je voulais faire un portefeuille pour mes enfants qu'ils n'auraient pas à toucher et puis ils pourraient voir 20 ans plus tard? Bah, c'est ce portefeuille. Il est page 250 et il a vu tout le marché français, le marché américain, le marché européen. Il a tout vu. Comme ça, on est sûr que ce soit le portefeuille parfait. D'accord. Très intéressant. On va faire une petite parenthèse aussi. Les ETF, t'en penses quoi, toi, Ah bah, qui... je pense que si une personne prend l'ETF Monde parce que elle veut faire quelque chose, mais elle n'a pas vraiment envie de s'impliquer, etc., etc., je pense qu'on ne peut pas lui jeter la pierre. En fait, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire de mieux
à son échelle. En gestion passive, tu veux dire, c'est ça. En gestion passive, exactement. Et par contre, une personne qui prend un ETF thématique, par exemple, il y a un ETF sur les dividendes en Europe, qui ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne voit pas qu'en fait, l'ETF, il est composé de 20 lignes, que les 10 premières lignes, c'est des banques, et que les lignes d'après, c'est de l'immobilier, bah, il ne se rend pas compte qu'il est en train de s'exposer à un péché mortel. Parce que s'il y a un crack de la finance à ce moment-là, son ETF, il va faire moins 50 dans un sens. Donc il a été appâté par l'idée de faire des dividendes en Europe, mais en fait, il s'expose à un risque de concentration énorme. C'est un peu le problème de certains ETF. Et là, bah, la déconvenue et la déception vont être énormes. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais regardé il y a 3-4 ans des ETF sur l'intelligence artificielle et sur la robotique. Eh ben, il n'y avait que des GAFAM à l'intérieur. Voilà. Et l'intelligence artificielle, ils mettent Microsoft, Apple, tout ça. Bon. Donc, c'est assez... Donc, suite à la parution de ce livre, qu'est-ce que tu as fait ensuite ? C'est une question très intéressante parce qu'en fait, il a été vendu à des milliers d'exemplaires et j'ai reçu sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, des personnes qui m'envoyaient leur portefeuille en me disant est-ce que c'est possible de l'analyser pour voir s'il est bien diversifié. Et donc, j'ai créé un site internet, il y a un formulaire, ça centralise tout en fait, vous pouvez rentrer votre portefeuille, c'est gratuit avec l'offre test, vous pouvez l'envoyer, dans les 7 jours, vous avez un rapport détaillé par mail, sous format PDF. Et si c'est intéressant, ça passe le matin à 9h du matin sur la chaîne YouTube. D'accord. Tous les matins sur la chaîne YouTube, pendant 10-15 minutes, on prend le portefeuille d'un membre de la communauté, on le décrypte. Par exemple, ce matin, on a fait un portefeuille, c'était un PEA, exposé aux dividendes en France et en Europe. Et on regardait un petit peu ses forces et ses faiblesses. D'accord, d'accord. La chaîne, c'est quoi, comme ça on regardera, c'est... De la bourse Bitcoin. D'accord, Bitcoin, c'est attaché. Je mettrai ça sous la vidéo, également. Donc tu regardes un peu les investissements et les répartitions des portefeuilles. Quand on parle de portefeuille, on parle de patrimoine ou de portefeuille, c'est-à-dire portefeuille actions, obligations, commodities, compte à terme, etc. C'est une très bonne question parce qu'au départ, on est vraiment un site, on va dire, de boursicoteur, dans le sens où les premières analyses de portefeuille, c'était vraiment que des actions. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu des actions avec des matières premières, notamment l'or. Ensuite, j'ai reçu de plus en plus de portefeuilles composés exclusivement d'ETF. Donc il y a vraiment un particulier, sa sensibilité, c'est vraiment de constituer des colonnes d'actifs d'ETF. Et puis ensuite, c'est rentré même l'immobilier, etc., etc. Et aujourd'hui, sur le site, en fait, tant que la problématique est intéressante, eh ben, on va toujours un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, je me souviens, là, j'ai fait une vidéo, c'était une analyse de patrimoine, de portefeuille. Il y avait 1 million d'euros d'immobilier dedans et 130 000 euros de crypto. Et là, on peut se demander, voilà, est-ce qu'il y a des déséquilibres, est-ce qu'on peut faire mieux, etc. etc. Ouais, c'est intéressant parce que justement, moi, en ce moment, je vais recommencer à investir. Hein. J'ai fait un projet immobilier, je suis tombé sur un coup de cœur, sur un coup de but, comme on dit vulgairement, et j'ai décidé d'autofinancer l'affaire. Donc en fait, je me suis remonté encore plus en immobilier. Et là, je suis en train de finir le projet financier de l'autre côté, c'est-à-dire vendre mon autre bien financier. Normalement, ça devrait être bon dans un mois. Normalement, on a signé un protocole d'accord, donc fin juin, ça devrait être bien. Et là, je pourrais enfin revenir sur les investissements. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie de revenir en tant qu'investisseur et plus en tant que trader. C'est-à-dire que moi, dans ma vie d'investisseur, entre guillemets, j'étais plutôt un trader. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'investissements passifs qui étaient très, très balancés côté immobilier. Et maintenant, on voit un peu les risques de l'immobilier, surtout quand on fait un peu de la macro politique, on voit que les États sont de plus en plus endettés, donc probablement on va aller de plus en plus vers une pression fiscale au niveau de l'immobilier. Hein. J'ai une petite anecdote, hein. J'ai un bien immobilier qui est loué à Grenoble et maintenant je paye 3 mois l'équivalent de 3 mois de loyer d'impôt foncier.
Et la tendance, ça va être de plus en plus dans ce voie-là. Donc c'est intéressant, en fait, ton projet. Un, un Ce serait- portefeuille bien équilibré, ce serait quoi? Pardon, excuse-moi. Je Non, voulais ce qui est rebondir. intéressant dans ce que j'entends, c'est qu'il y a cette idée de tirer des loyers. Et en fait, tirer des loyers, on peut le faire effectivement dans l'immobilier, mais on peut le faire aussi en bourse. Quand on reçoit un dividende, c'est simplement un loyer. Et il y a même des structures en bourse qui sont de l'immobilier coté qui offrent des loyers. Les Donc, REIT. ce qu'il faut, exactement, et, enfin, REITS pour REIT aux États-Unis. Ouais. J'explique juste, c'est une coquille, c'est une action qui perçoit des loyers de son activité et qu'on redistribue 90% aux actionnaires. Donc Et, c'est vraiment... Pardon, je t'en prie. et qui est liquide. C'est-à-dire que c'est pas comme Oui, les CPI où en fait tu dois vendre de gré à gré. Là, je crois que c'est coté les REIT, on dit en français. Hein. Les REIT, ouais. ils sont Bah, cotés. en français même, on va dire une fiduciaire. Ouais. Une fiduciaire de l'immobilier. Et effectivement, c'est hyper liquide, c'est comme une action. On peut en acheter, on peut en revendre immédiatement. Et aux États-Unis, il y en a plus de 80. En Europe, il va y en avoir, on va dire, allez, il va y en avoir 30, on va dire. Et on pourrait imaginer un portefeuille dans lequel on va aller chercher de la diversification, mais on va s'imposer des thèmes. Le premier thème, ça va être du dividende. Le deuxième thème, ça va être de recevoir des loyers. Et donc là, on serait exactement dans la même continuité de ta réflexion et de ta sensibilité à encaisser des choses, mais sur un autre marché. Ouais, mais Donc, le problème des dividendes, c'est qu'en fait, quand un coupon est détaché, tu enlèves le coupon du prix de l'action. Donc c'est pas comme un loyer, c'est-à-dire que quand tu touches le loyer, le prix du bien est toujours le même, quoi. d'accord, je parlais en flux de trésorerie, c'est entièrement vrai. Hein. Je parlais en termes de flux de trésorerie, si la problématique c'est d'avoir un encaissement mensuel, ou etc. etc. C'était dans cette optique-là, pas dans D'accord. l'optique revalorisation. Et, euh, et ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait créer un portefeuille boursier dont la thématique ce serait d'avoir des encaissements, justement, mais en France, en Europe, aux États-Unis, donc déjà on aurait de la diversification géographique, avec des business models qui ne seraient pas forcément de l'immobilier locatif. Il existe beaucoup d'autres business qui permettent d'encaisser sans que ce soit dans cette veine-là. Donc on aurait de la diversification de modèles économiques. Et puis on pourrait rajouter des choses dedans. On pourrait par exemple aller chercher un petit peu un ETF en Inde, histoire de s'exposer à une autre zone géographique. On pourrait mettre de l'or aussi pour avoir un côtier résilient, anti-crack, puisque c'est une valeur refuge. Et, euh, et à la fin, on obtiendrait un portefeuille. D'ailleurs, on pourrait mettre certains éléments dans le PEA pour éviter la case fiscale. Mhm. Et donc, à la fin, on en tiendrait un portefeuille qui viserait ta sensibilité du départ, mais de manière parfaitement diversifiée. Et si effectivement il se passe quelque chose en France, mais typiquement en France de manière fiscale, tout le reste qui est aux États-Unis, machin et tout, ça ne serait pas impacté. Donc ça D'accord. permettrait de mutualiser les risques. D'accord. Bah, parce qu'au niveau immobilier, je fais une parenthèse, au niveau immobilier, j'ai entendu qu'en Belgique, il y a une loi qui est sortie comme quoi tu ne peux plus vendre un bien qui n'est pas un certificat énergétique B ou C, en fait. Voilà, voilà. Donc, ce qui Ça, veut c'est un... dire qu'en fait, et tu peux pas augmenter quand tu es en location non plus. Alors, et vu comme toutes les bonnes idées qui permettent de payer plus d'impôts font des émules, à mon avis, en France, on va y arriver d'ici 1 ou 2 ans. Donc, Eh ben, je donne un business model qui fait des loyers, mais qui a, par exemple, rien à voir avec ça, et notamment avec les dépenses énergétiques, etc., etc. Aux États-Unis, il y a un business model qui est la location d'antennes. C'est-à-dire que les sociétés comme Bouygues, Orange, Free, ils ont besoin de capter du réseau, ils ont besoin d'avoir des points relais. Mais ils ne vont pas aller construire des antennes, c'est beaucoup trop cher. Ils vont aller louer des antennes qui sont déjà préexistantes. Et contre la location de cette antenne, ils vont payer un loyer. mhm. Il y a des sociétés, par exemple, je sais plus son nom, c'est Ouais. American Tower Corp. American Tower Corp. Son business, c'est d'avoir un parc immobilier d'antennes qu'elle loue, elle ne fait qu'encaisser des loyers qu'elle redistribue à ses actionnaires. D'accord. Là, la réglementation, elle change au niveau des pertes énergétiques, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec une antenne, puisqu'une antenne,
de base, il n'y a pas de personne à l'intérieur et il Mhm. n'y a pas énormément de choses à faire au quotidien. Et puis, t'es dans un pays relativement défiscalisé, quoi, même si Biden veut commencer à monter le pays. Ok, très intéressant. Si on veut avoir on va prendre on va dire, on a 1 million d'euros. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, de dispatcher entre les rentes fixes, j'allais dire, en français on dit pas ça, enfin, les comptes à terme, les obligations, le fixe, l'immobilier, les actifs risqués comme le bitcoin, le crowdfunding, je sais pas, l'art. Tu ferais quoi comme répartition, toi? Ah, ça, c'est une question très intéressante parce qu'il y a le fondateur d'un des plus gros hedge funds du monde, qui s'appelle Ray Dalio, qui a déjà travaillé sur cette question. Et en fait, il a fait une répartition pour 1 million d'euros. C'est la répartition, quelles que soient les conditions économiques, la répartition, elle va performer. Parce que selon lui, en fait, l'économie, elle peut avoir que quatre formes: la croissance, la récession, l'inflation, la désinflation. Et en fait, en fonction de là où est l'économie, il faut avoir une part ou autre chose, ou enfin un actif ou autre chose. Et donc, il en arrive que quand c'est la croissance, il faut plutôt avoir des actions. Quand c'est de la désinflation, il faut plutôt avoir du cash, parce que c'est lui qui se revalorise. Quand on est en récession, il faut plutôt avoir de l'or, parce que c'est là où l'or grimpe. Et sinon, il faut avoir des obligations d'État. D'accord. Comme la croissance est quand même plus souvent que la récession, hein, on imagine, on va surpondérer cette classe d'actifs. Et donc, on arrive à peu près à 70% d'actions, 10% de cash, 10% d'or et 10% d'obligations d'État. Et si on veut être un peu plus moderne, eh ben, dedans, on peut se faire un petit kiff, on peut mettre 3% de Bitcoin. D'accord. Et en fait, là, l'économie peut changer d'état, peut passer d'économie de croissance à récession, de récession à croissance. Dès le départ, l'investisseur, il est investi sur toutes les possibilités. Donc pour lui, ça va être qu'un jeu de vase communicant. Et si la croissance mondiale augmente, il ne fait que encaisser cette croissance mondiale. D'accord. J'avais interviewé Julien la semaine dernière qui justement lui disait qu'en fait c'était plus important cette répartition que tu viens de dire plutôt que de vraiment trouver l'actif qui est important dans un des groupes de la répartition. Et il me dit que vraiment la réussite de l'investissement c'est justement avoir la bonne répartition comme tu dis plutôt que de dire ah bah je vais trouver la pépite de l'action qui va me faire exploser le compte. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en finance, il y a cinq péchés capitaux. Il y a cinq même péchés mortels. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui peuvent te faire sortir, te faire tout perdre. Au tout début de la vidéo, il me semble que tu en as évoqué un, c'est le fait d'investir de l'argent dont tu aurais besoin pour autre chose. Ouais. Ça, c'est un péché mortel. Il y a un autre péché mortel qui est l'effet de levier. Voilà, on peut investir plus que ce qu'on a. Et là, la banque, elle peut venir à la porte, toc, toc, toc. Vous devez rembourser, j'aime bien votre canapé, j'aime bien votre télé, on va les prendre. Il y a un troisième péché mortel qui est celui de la concentration. Et on pourrait investir tout sur Carrefour. Carrefour n'est pas indestructible. Carrefour peut faire faillite. Et s'il part dans l'autre sens, là, c'est tout l'investissement de l'investisseur, des milliers d'euros qui repartent dans l'autre sens, et il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc une pondération trop forte, c'est de la concentration, et c'est un péché mortel en finance. Donc l'intervenant de la semaine dernière, il a entièrement raison. La base, mais vraiment la base, c'est déjà d'avoir au moins 10 lignes. Mhm. Si on a 10 lignes, déjà on lutte contre ce problème de concentration. D'accord. Des lignes en plus réparties sur différents actifs. Tu disais que la répartition, elle était la répartition que tu disais, est-ce qu'elle est elle peut être différente aussi suivant les âges. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas la même répartition quand on a 30, 40, 50, 60 ans? Quand on dit, je suis à 10 ans de la retraite, tu dis, bon, je vais travailler moins, je vais essayer de plus vivre de mon patrimoine. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est entièrement vrai. En fait, certaines, comment dire, on peut appliquer une certaine sensibilité à son portefeuille. Et ça ne sera pas la même en fonction des gens. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont vouloir encaisser mensuellement quelque chose. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, jeunes et qui veulent tenter de jouer, par exemple, le pari de l'innovation et qui vont se laisser 20 ans comme ça pour que quelque chose, leur patrimoine, il fructifie. C'est qu'à la fin qu'ils vont faire une vente et c'est là où ils vont encaisser énormément de plus-value. Et donc la question, c'est vraiment l'horizon temporel
est-ce que j'ai besoin d'avoir des flux de trésorerie récurrents assez rapidement, ou est-ce que je me laisse beaucoup de temps et puis on verra dans 20 ans. D'accord, ok, très intéressant. On se fait un petit portefeuille type Ah pour oui. finir ou si tu as des actifs ou des actions ou quelque chose à proposer? Ah bah, moi, je dirais comme ça, on peut faire par exemple 3 champions en France, Ouais. 3 champions aux États-Unis, des matières premières, un petit peu de crypto, et puis pourquoi pas un ETF. Voilà, on Ouais. part là-dessus. Ouais. Moi, je proposerais, c'est une proposition, hein. Déjà, en France, on partirait sur 3 champions français, le champion des champions Air Liquide, Ouais. L'Oréal. L'Oréal, il me semble, j'ouvre une anecdote, mais pendant 20 ans, ils ont versé du dividende, ils l'ont jamais baissé. Pendant 20 ans, L'Oréal, il n'a fait qu'augmenter son dividende. Donc c'est vraiment une rémunération pour. Enfin, c'est une preuve que quand même, ils sont résilients. Ils ont de la force, hein. Et pourquoi L'Oréal plutôt que Kering ou LVMH? Ouais. Non, Ouais. on pourrait parler d'Hermès, mais ouais, en fait, j'essaye, instinctivement, j'essaye de taper dans des secteurs différents. D'accord. Donc, Air Liquide, on pourrait rajouter L'Oréal, on pourrait rajouter Essilor, par exemple. Comme ça, on a le luxe, on a un peu la santé. Voilà, on a 3 champions français. On pourrait aller aux États-Unis, on pourrait aller chercher, par exemple, le géant des géants, Apple. On pourrait aller chercher McDonald's. On pourrait aller en chercher un troisième. Bank of Tout à l'heure. America ou non Ah, American alors, Airlines, peut-être pas, non Tesla, non? Trop risqué? alors là, c'est intéressant parce que on peut faire un descriptif de chaque. Tesla, trop risqué. Je suis pas sûr qu'elle ait 20 ans de cotation. On ne sait pas comment elle va se comporter historiquement. Ouais. Pareil, je suis d'accord Donc, avec toi. on met à l'écart. Nvidia? Euh, Nvidia, valeur hyper cyclique. Je vous invite tous à regarder son graphique. Je pense que on peut voir 2 bulles à 10 ans ou peut-être 15 ans d'intervalle. Donc ça veut dire que c'est une valeur qui, quand ça va bien, va très bien, parce qu'elle va surfer sur des tendances. Quand ça va mal, ça va très mal. Et là, ça peut aller chercher, depuis un sommet, ça peut faire moins 90%. Ouais. Donc celui qui rentre à ce moment-là, pour lui, il est piégé. Et on est exactement dans la configuration qu'on ne voulait pas au départ. Le problème, c'est quand on est une bulle, c'est bien, mais il faut être dedans, quoi. Et il faut être dehors quand ça explose, quoi. Et là, on retourne dans du trading. Et en Hmm. fait, depuis le début, on est quand même dans l'idée de je fais une allocation, je jette un coup d'œil une fois par an et je laisse courir les gains, quoi. D'accord. Tandis que Nvidia, on va être vraiment dans ces. En fait, c'est une question de timing, en fait, finalement. Et donc, aux États-Unis, on peut en prendre un dernier, on peut prendre Nike, par exemple. Mike, Pour s'exposer quand même un petit peu en Asie, et si on c'est prend comme ça. un Coca-Cola ou un truc comme ça, c'est pas. Coca-Cola, Pepsi, voilà, on est vraiment dans des champions. Ouais. En fait, ce qui va être intéressant, si on peut comparer le comportement de Coca-Cola et le comportement de Bank of America, on voit que c'est des comportements opposés. Pepsi, qu'on soit en croissance, qu'on soit en récession, ils sont partout dans le monde, on va boire du Coca. Voilà. D'ailleurs, ça se trouve, on en boit même plus en récession. Mhm. Bank of America, quand l'économie va bien, c'est là où elle va faire des montages qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Quand l'économie va entrer en récession, c'est là où elle va couper le robinet et ça va être beaucoup plus dur. On voit même des banques en Californie qui, aujourd'hui, parce que les conditions sont plus dures, qu'on fait faillite. Mhm. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez une société qui performe un petit peu tout le temps, ou est-ce que vous préférez une société quand ça va bien, quand ça va mal. Mhm. Donc, on peut aller sur du Coca, mais on va plutôt, si on quitte à choisir un champion, on va plutôt Bank of America, la laisser sur le côté. D'accord. Et puis ensuite, pour s'exposer un petit peu en Asie, parce que comme ça on aura fait l'Europe, les États-Unis et l'Asie, on peut aller chercher par exemple l'indice national du Japon et puis l'indice national de l'Inde. Voilà, comme ça on a un peu les deux. Et Et puis ensuite, pour investir sur l'indice via une ETF ou via un contrat de oui, différence non, enfin, chacun a ses préférences, mais je trouve que les ETF sur l'Inde, par exemple, il y en a 2 ou 3, ils sont vraiment très bien faits. Là, je pense qu'ils ont été faits vraiment dans cette optique de viser une zone géographique où il y a, on espère, un potentiel, et ça a vraiment été créé pour ça. Donc, bon, moi, je partirais plutôt là-dessus, un ETF, qui est en fait un panier d'actions, hein. Mhm. Et
Ensuite, je mettrais 10% d'or, voilà, pour le côté résilience. Et dernier point, je mettrais 3% de crypto-monnaie. Le Bitcoin, bah, allez, on va dire 2%. Et puis ensuite, je me ferai plaisir. Je sais pas, j'ai envie de jouer des paris. Solana, par exemple. Solana, j'ai envie de jouer un pari sur Solana. J'ai envie de jouer un pari sur le Dodge, parce que Elon Musk, le fondateur, enfin pas le fondateur de Twitter, celui qui a racheté Twitter, il aime bien ça là. Bon, allez, je tente un truc à 1%. Le fantôme, etc. Ouais, etc. Ouais, mais je me mets pas en risque. Je tente un truc, je me fais plaisir sur la fin. D'accord. Et là, on peut voir qu'on a un portefeuille qui est parti de la France, et qui s'est développé comme ça, qui a fait toutes les classes d'actifs, enfin pratiquement. Et là, il y a des jeux de compensation à l'intérieur. Peut-être que la France va ralentir, mais l'Inde va accélérer. Peut-être que c'est le Japon qui va ralentir, mais que c'est les États-Unis qui vont accélérer. Peut-être que la santé va ralentir, mais le luxe va accélérer. Tac, 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 tac. Voilà. Et Là, là, ça c'est bâti pour gagner de l'argent ou pour battre l'inflation, en fait? c'est une très bonne question parce que on peut pas. Là, je peux pas me prononcer. D'accord. C'est l'allocation, elle est faite parce que c'est des champions quand même de capter la croissance naturelle du marché, de capter les parts de marché des sociétés, que ce soit des leaders, du dividende, et tout ça confondu, par an, on va être 10% de performance, peut-être même une bonne année, 15% de performance. D'accord. Mais peut-être que l'inflation, à un moment, voilà. Donc, elle n'est pas bâtie par rapport à l'inflation, elle est bâtie par rapport à elle-même et au marché. On va être entre 10 et 15% par an. D'accord. Et cette allocation, qu'on dira plutôt valeur mobilière, elle serait englobée dans le reste de la montagne, ce serait quoi? C'est-à-dire que tout ça, ça correspondrait, par exemple, quelqu'un qui a un million d'euros, ça Ouais. correspondrait à quel pourcentage de la montagne complète? C'est une très bonne question parce que là, on va rentrer dans une autre notion qui est la capacité d'endettement. Parce que la capacité d'endettement, tout le monde, enfin toute personne qui obtient des revenus a une capacité d'endettement. Cette capacité d'endettement, on ne peut pas en faire grand-chose autre que de l'immobilier. Et donc, il faut voir quelle capacité d'endettement la personne a. Et si elle a envie de s'endetter, bah, elle va aller chercher un projet immobilier en fonction de cette capacité d'endettement. Et en fait, c'est plutôt l'immobilier qui va donner la mesure par rapport à la bourse que l'inverse, en fait. Et la répartition immobilier-bourse, ce serait quoi? Parce que tu as Bah, ça fait... immobilier, bourse, obligation, compte à terme. En gros, c'est les quatre grosses... on peut diversifier encore plus, hein. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai investi dans des panneaux solaires et je considère ça comme un investissement Ah oui. et ça rentre dans mon patrimoine, et ben, je trouve ça pas incohérent. C'est-à-dire que la personne, elle a acheté un actif qui produit même de l'énergie. On peut calculer sa rentabilité. Et il me dit, bah voilà, ça m'a coûté 10 000 euros à crédit, ou enfin 10 000 euros, peu importe, et ça me rapporte tant. Bah, ça me rentre, s'il me met ça dans son analyse de portefeuille qu'il m'envoie le matin, ça me paraît pas incohérent de le mettre dans l'analyse de portefeuille et de voir ça comme un outil de diversification avec ses propres caractéristiques. Donc c'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans le patrimoine, des choses auxquelles on pense pas forcément. D'accord, ok, très intéressant, très intéressant. Tu as fait un deuxième livre, je vois, qui est derrière, là, c'est Sécuriser un revenu passif, c'est ça? Ouais, c'est gentil parce qu'en plus il sort aujourd'hui. Alors c'est pas exactement un livre, c'est un recueil d'analyses parce que sur la chaîne YouTube, il y a eu quand même un certain enthousiasme. On a dépassé les milliers d'abonnés. Et tous ceux qui arrivent en cours de route, bah, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre qu'est-ce que c'est que la diversification, là, parce qu'ils arrivent en cours de route. Et donc, j'ai fait un recueil des analyses de portefeuille les plus intéressantes pour sortir les plus grands principes. C'est gratuit, c'est sur le site internet de laboursebitcoin.com. Vous le recevez directement en PDF par mail. Et ça vous permet, c'est un point d'étape, ça vous permet de prendre le train en route. Donc, n'hésitez pas, c'est sur D'accord. le site, c'est gratuit, ça vous l'envoie. Bah, très intéressant, hein, merci Richard. Ça a été tu veux rajouter quelque chose ou...
Ah non, mais c'était très intéressant. Je te remercie aussi. C'était vraiment. Très rapide, très concis, très intéressant pour présenter un nouvel intervenant. Donc, on a connu, il y a pas mal de nouveaux intervenants en ce moment, hein. Il y a eu Thibaut sur les propres firmes qui, lui, vraiment vit du trading. Donc, c'est vraiment une activité de trading. On a eu ensuite, la semaine dernière, Julien qui, lui, était plutôt des stratégies ETF, etc. Et là, on reçoit Richard, hein, qui nous a un peu présenté tout ton éventail de stratégies possibles sur les investissements. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça vient compléter, parce qu'on peut très bien se faire plaisir avec du trading et chercher à en faire une activité. Et là, on est plutôt sur une gestion passive où on a réfléchi au départ, on a fait son allocation, mais ensuite, il n'y a plus vraiment besoin d'y toucher. Donc le truc peut vivre de son côté et capter la croissance naturelle du marché, et on a du temps pour faire l'autre activité qui est le trading. Ouais. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Alors, c'est vraiment, là, sur la chaîne, du coup, on arrive vraiment à avoir tous les aspects. C'est ce que je disais un peu la dernière fois en rigolant, c'est que vous avez suivi Pépitor en 2020 sur le trading, vous avez gagné de l'argent, et puis maintenant cet argent, il faut l'investir et avoir des revenus passifs. Ouais, voilà. Donc maintenant, on vous présente des idées, des idées à prendre pour avoir ça. Voilà. Exactement, quoi. Il y a les deux trucs, trading, revenu passif. Ça, ce serait l'idéal. Ok, merci Richard. Donc je mettrai le nom de la chaîne et tout dessous la chaîne, et puis on se voit rapidement alors. Ah bah avec le très grand plaisir. Alors Ok. là, vraiment, quand tu veux. Merci, au revoir, ciao à tous, au revoir. Merci. Ciao.